Bonjour à tous, merci d'être là pour nous entendre. Alors on va parler donc aujourd'hui d'un sujet assez sensible qui est celui de la chasse et de la régulation. On va essayer de mettre un peu de sens derrière ces termes assez rapidement. Ce qu'on vous propose, c'est d'abord d'envisager, d'observer l'aspect juridique des choses très rapidement. Ensuite, la mathématique du problème qui se pose avec la chasse. Et enfin, on va évoquer des pistes qu'il nous paraîtrait bon d'explorer pour sortir de la situation actuelle que vous allez découvrir ou non et qui nous paraît assez intenable. Ce que je voudrais dire en premier lieu, c'est qu'il faut comprendre comment est organisé le monde de la chasse aujourd'hui. La chasse en France résulte d'une ordonnance qui a été émise par le régime de Vichy en 1941, où on a créé donc les fédérations départementales de chasse avec adhésion obligatoire. Donc, c'est-à-dire que la liberté d'association a disparu à ce moment-là. Il est parfaitement surprenant d'observer qu'aujourd'hui, ce système perdure. Parce qu'on a mis en place un système monolithique très puissant, un lobby qui exerce sur les politiques, les élus locaux ou nationaux, des pressions dont ils sortent en général vainqueurs. Donc ça, c'est le premier point. La conséquence de ce système, c'est que ces fédérations départementales de chasseurs, qui sont représentées au niveau national par la fédération nationale, je pense que tout le monde connaît monsieur Schraen, qui a ses entrées à l'Élysée très fréquemment. Donc ce système fait que les fédérations départementales sont représentées dans toutes les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, et qu'aucune décision ne se prend sans eux. Ils ont souvent plus de poids d'ailleurs que le préfet. Donc comme je vous le disais, la Fédération nationale des chasseurs assure la représentation des fédérations. Et dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'Office français de la biodiversité, 10% des membres du conseil d'administration sont des chasseurs. Il y a plus de représentants de chasseurs que de représentants d'organisations de protection de la nature. Il est bon de le souligner. On a confié, c'est assez surprenant mais c'est ainsi, la gestion de la faune sauvage au monde de la chasse au début des années 2000. L'article L421.5 du Code de l'environnement le précise, il est affiché, je pense que vous le voyez. Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la gestion de la faune sauvage, ainsi que de ses habitats. C'est hallucinant car la dernière phrase nous dit « Elles assurent également la promotion et la défense de la chasse, ainsi que des intérêts de leurs adhérents ». Ce qui paraît, sans être un juriste expert, totalement contradictoire. N'oublions pas que la chasse, ça consiste à pourchasser, à traquer, à tuer des animaux sauvages. Donc c'est un petit peu paradoxal de voir que nous avons en fait deux aspects antagonistes dans cet article. Et sans vouloir être provocateur, je suis surpris que la représentation nationale ait pu voter pareil article. Alors, qu'entend-on par régulation, puisque c'est le problème qui est au cœur là, de notre sujet aujourd'hui? Eh bien, par régulation, alors les chasseurs se prétendent les premiers écologistes de France. Donc, on s'est référé à ce qu'il convenait à la définition en termes d'écologie. En fait, l'écologie définit la régulation comme suit: ensemble des interactions développées par des êtres vivants qui coexistent dans un même écosystème, ces interactions étant susceptibles de modifier leur dynamique et d'orienter leur évolution. Je doute que le chasseur qui, au petit matin, frileux en hiver, part à la chasse, a le souci et la capacité d'exercer ce que seule la nature en fait peut faire. C'est une évidence. Même animé des meilleures intentions, il paraît très difficile de répondre donc à cet objectif. En fait, la régulation telle qu'on l'entend dans le monde de la chasse, c'est tout simplement d'éliminer les populations, de limiter les populations en surplus dans la mesure où on estime qu'elles commettent des dégâts, notamment aux cultures, aux activités
sylvicole. Alors, la mathématique de la chasse, on y arrive. Voilà, elle est présente sur ce tableau. Environ 40 millions d'animaux tués par an, 5 millions d'animaux blessés. Ce qu'il faut tout de suite souligner, c'est que 50% sont issus d'élevage, ce qui nous montre tout de suite que la chasse tue plus que la nature ne produit. Donc c'est une véritable question qui doit nous interpeller d'emblée. 64 espèces d'oiseaux sont chassées, dont 20 sont sur liste rouge. Merci les premiers écologistes de France. Et donc, d'une façon globale, 91 espèces d'animaux chassables. Ici ne figurent pas les chiffres du piégeage, qui ont pour conséquence de tuer des animaux par millions. Là aussi, je pense que nos amis de l'ASPAS nous donneront des chiffres peut-être plus précis, je ne les ai pas en tête. Hein. On va terminer, enfin, pour ce qui me concerne, je voudrais terminer en évoquant le cas particulier des ongulés. Je vous livre un tableau qui est proprement sidérant quand on voit la progression des populations de sangliers et de cervidés donc, depuis environ 50 ans. Elles ont été multipliées par un facteur 20 en ce qui concerne les sangliers. C'est-à-dire qu'en 1973-74, prenons bien ce chiffre, les chasseurs tuaient environ 36 000 sangliers par an pour arriver à ce qu'ils appellent un équilibre. Aujourd'hui, on en est à 756 000. Et ils ne cessent de dire qu'ils sont débordés, et c'est vrai qu'ils le sont, parce que les populations ont considérablement évolué, pour différentes raisons qu'on va voir très rapidement. Et en fait, ce contrôle donc, de la faune, même en pur nombre, en population, a complètement échappé aux chasseurs. C'est vrai également pour les cervidés. Vous voyez que les chiffres sont absolument astronomiques. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a éradiqué les grands prédateurs, qui sont les plus à même, effectivement, de réguler les populations de grands animaux, comme les cervidés, comme les sangliers, parce qu'on a mis en place des plans de chasse pour les cervidés, c'est-à-dire qu'on détermine combien on doit tuer d'animaux, ce qu'on doit préserver. On évite, par exemple, de tirer les femelles pour être sûr qu'on va avoir une reproduction importante. On a mis en place des chasses commerciales. Enfin, l'État a encouragé le développement de populations de grands gibiers. On agrène, c'est-à-dire qu'on nourrit ces animaux. Et en plus, on fait des lâchers à la suite d'élevage. Tout cela pour entretenir le stand de tir de la chasse. Alors, donc, si on reprend l'un des problèmes, c'est l'éradication des grands prédateurs. Donc, on parle ici de l'ours, du lynx et du loup. On voit que c'est arrivé au XXe siècle, qu'il y a eu une éradication évidemment par l'homme. Petit à petit, ces espèces ont à nouveau un nombre d'individus grandissant. Donc, soit parce que le loup est revenu de lui-même, soit parce que pour l'ours, il y a eu des réintroductions. En tout cas, c'est parce que ces animaux sont strictement protégés depuis quelques décennies. Il y a aussi la question des petits prédateurs comme le renard qui est encore considéré comme nuisible dans certains départements. Alors, la question c'est surtout de savoir maintenant, est-ce qu'il est nécessaire de réguler les populations d'animaux sauvages? Est-ce que c'est une mission que l'homme doit s'acquitter? Alors, la question c'est de savoir est-ce que les animaux sont en surpopulation? Et alors, en ce qui concerne les oiseaux, a priori, pas vraiment. En tout cas, il n'y a pas de gros problèmes avec les oiseaux. D'ailleurs, on l'a vu, il y en a une vingtaine chassables qui est aussi sur liste rouge de l'UICN. Pour la question des ongulés, en fait, il n'y a pas de recensement réel basé sur des études scientifiques. Donc c'est très difficile de savoir quel est le rapport entre les dégâts qui sont réalisés et le nombre d'individus de ces espèces. Et en ce qui concerne les dégâts, en fait, on le sait, ce sont des dégâts qui ne sont pas faits contre l'environnement, mais c'est plutôt contre les activités humaines. Donc on parle là de destruction partielle des cultures, de dégâts sylvicoles et d'accidents de la route notamment. Alors,
Récemment, l'OFB a mis en place ce qu'on appelle la gestion adaptative des espèces. Donc il s'agit en fait d'adapter les prélèvements en fonction de l'état de conservation de l'espèce. Ça établit des quotas de prélèvements qui sont fixés en fonction d'un suivi assez précis des tableaux de chasse de l'année précédente, en sachant que les tableaux de chasse, eux, sont disons, faits par déclaration, quoi. Ça pourrait être une bonne nouvelle en soi. Le risque, c'est qu'on ait de nouvelles espèces qui sont pas chassables actuellement et qui arrivent finalement dans la liste des espèces chassables. C'est en fait ce que souhaitent bon nombre de chasseurs. Donc en fait, on constate que si on a un besoin de contrôler des populations, potentiellement à certains endroits, parce qu'il y a trop de problèmes, il apparaît indispensable d'envisager d'autres mesures qui ne soient pas létales pour arriver à cette fin. Et ce seraient des mesures qui respecteraient beaucoup plus la sensibilité des animaux sauvages. Donc, comme première solution, on a évidemment la réhabilitation des grands prédateurs. On a une étude qui a été publiée en février 2020 qui rappelle qu'en France, les dégâts occasionnés par les cervidés à l'agriculture ont été estimés en 2004 à 20 millions d'euros et qu'en se focalisant sur le loup, les auteurs estiment que ce serait un des leviers pour diminuer ces dégâts. Donc il faut absolument rétablir et réhabiliter ces grands prédateurs. De même pour le cas du renard, par exemple, on sait qu'un renard consomme environ 6000 petits rongeurs par an et est donc une grande aide pour les agriculteurs. On a aussi la question des élevages et des lâchers d'animaux dont Gérard a parlé précédemment. Donc on a des animaux qui sont non seulement élevés dans des conditions désastreuses, mais en plus de ça, qui sont pas tout à fait, qui sont pas domestiques, mais qui sont pas tout à fait sauvages, en tout cas qui ne sont pas adaptés à la vie en liberté. Et donc on a des animaux qui sont inadaptés, et c'est totalement un non-sens quand on parle de gestion de la faune sauvage. C'est contradictoire. On a aussi la question des corridors écologiques. Donc là, il s'agit de permettre la connexion entre deux habitats séparés par un obstacle, par exemple des passerelles au-dessus d'autoroutes. Et on a aussi tout ce qui est culture et protection des cultures avec les clôtures, les haies, les répulsifs. On a également le contrôle de la fertilité qui peut être une piste intéressante avec 3 options. La stérilisation chirurgicale, alors qui pourrait être mise en œuvre sur des populations vraiment à l'échelle réduite parce que c'est assez coûteux et difficile à mettre en œuvre à grande échelle, évidemment. On a aussi l'immunocontraception, qui consiste en une injection d'un contraceptif en guise de vaccin. Alors ça a été utilisé par exemple en Amérique du Nord sur des wapitis ou sur des cerfs. Et ça pourrait aussi être quelque chose qui pourrait être expérimenté en France, pareil à l'échelle locale sur certaines populations. On a également la contraception qui peut être effectuée par implant, injection ou par voie orale. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si la population doit être contrôlée, ça doit être fait de manière scientifique, transparente et indépendante surtout, et seulement dans l'intérêt des espèces, évidemment, de l'environnement, des écosystèmes, et dans le respect de la sensibilité des animaux sauvages. Donc on en arrive à notre nécessité d'une commission d'enquête parlementaire. En conclusion, je pense qu'on reconnaît qu'il y a des animaux sauvages qui peuvent éventuellement causer des dégâts aux activités humaines, toujours, mais on estime que la chasse n'apporte pas une réponse qui est satisfaisante. Donc, on souhaiterait solliciter auprès de vous, parlementaires, la mise en place d'une commission d'enquête dont le but serait de recueillir des informations précises pour évaluer la nécessité de réguler les populations d'animaux sauvages en France. Est-ce que c'est un réel besoin? Également voir si quelle est l'efficacité de la régulation cygénétique, si elle est vraiment efficace ou pas. Quels sont ses impacts à la fois positifs mais surtout négatifs, et notamment là je pense à la souffrance des animaux sauvages qui sont des êtres sensibles, et enfin la possibilité de mettre en œuvre des solutions qui seraient non létales et plus respectueuses de la nature et des animaux. Je vous remercie.